Il était très précisément 4h40 du matin le 21 mars 1918 quand une fusée blanche solitaire explosa dans le ciel au-dessus de la ville de Saint-Quentin. C'était le signal qu'attendaient plus de 10 000 pièces d'artillerie allemande pour entrer simultanément en action. Une fois ce terrifiant bombardement terminé, plus d'1 million de soldats allemands se tenaient prêts à bondir pour submerger les lignes alliées. C'était le début de la bataille de l'Empereur. Un qui tout double formidable, dont le vainqueur serait aussi celui qui aurait gagné la guerre. En 1918, il était clair que la nation allemande ne pouvait plus supporter une autre année de guerre défensive. Depuis la bataille de Verdun au printemps 1916, cette guerre immobile dans laquelle s'étaient enfermés les deux adversaires avait coûté au pays toute une génération de jeunes hommes. 4 années de guerre des tranchées s'étaient conclues par une situation sans issue. Le seul résultat des innombrables efforts faits pour en sortir avait été des pertes humaines considérables pour tous les belligérants. Et cela faisait longtemps que l'arrogance martiale des militaires de 14 était devenue un vestige du passé. À la fin 1917, l'Allemagne était confrontée à de très nombreux problèmes en tant que pays, mais aussi en tant que nation. Sans doute celui qui comptait le plus pour la population civile allemande, c'était le succès du blocus naval allié. La marine royale britannique avait décidé de bloquer des côtes allemandes dès le début de la guerre, en août 1914. Il avait fallu plusieurs années pour que l'impact s'en fasse sentir, mais à la fin de 1917, les civils allemands manquaient cruellement de nourriture, de vêtements, d'électricité et même de chauffage. La population allemande était devenue hostile à la poursuite de cette guerre. À Pâques 1917, la Chambre des députés allemande, le Reichstag, avait même voté une résolution demandant que l'on fasse la paix sur la base d'un armistice sans gains territoriaux ni indemnités de part et d'autre, ce qui en disait long sur le sentiment pacifiste qui s'était emparé des élites allemandes. C'était devenu un véritable problème et l'impopularité de la domination par les militaires du gouvernement du pays était telle qu'il fallait absolument que l'armée allemande fasse quelque chose au plus vite à la fin de 1917. En dépit de cette situation, il y avait aussi quelques raisons d'espérer pour les Allemands. Les Russes, qui avaient basculé dans le bolchevisme et la révolution, s'étaient complètement retirés de la guerre sur le front de l'Est. Quant aux Italiens, ils avaient été mis en déroute à Caporetto en octobre 1917. Ils étaient devenus de ce fait incapables de toute action importante sur le front sud. Mais à court terme, un problème bien plus grave se profilait pour les Allemands, c'était l'entrée en guerre des Américains aux côtés des Alliés. Les Américains sont entrés en guerre pour deux raisons principales. D'abord, il y eut la campagne des attaques sous-marines par la flotte allemande qui a causé la mort de plusieurs centaines d'Américains qui se sont noyés en coulant avec leurs bateaux. D'autant qu'il s'agissait souvent de bateaux de passagers attaqués sans sommation et ce que l'opinion publique américaine considérait comme de véritables actes de barbarie. Et puis, il y eut cette proposition allemande particulièrement mal inspirée faite aux Mexicains de les aider dans une conquête territoriale aux dépens des États-Unis si le Mexique se décidait à entrer en guerre contre les Américains. Il est vrai qu'en avril 1917, les Américains n'étaient absolument pas préparés pour faire la guerre. Toutes les puissances combattantes savaient bien qu'il leur faudrait au moins 1 an pour avoir une armée bien entraînée et suffisamment nombreuse pour que son intervention puisse réellement influencer le sort de la guerre. Cela signifiait surtout que les Allemands avaient encore une possibilité de gagner la guerre s'ils parvenaient à vaincre les Britanniques et les Français vers avril ou mai 1918 et avant que les Américains puissent être opérationnels en masse. L'état-major allemand travailla d'arrache-pied pendant l'hiver 17 pour mettre au point un plan qui pourrait être mis en œuvre dès que possible en 1918.
Le fruit de ce travail fut baptisé l'attaque impériale, ou Kaiserschlacht, par son initiateur, le général Ludendorff. Elle devait mettre en œuvre surprise, effet de choc et rapidité d'action pour perforer le front allié à l'endroit où les lignes françaises et britanniques se rejoignaient. L'armée britannique sera alors repoussée vers la Manche. Tout cela pouvait bien être la dernière tentative d'un jeu allemand qui avait déjà épuisé beaucoup d'atouts. Début 1918, il paraissait invraisemblable que les Allemands puissent encore remporter une victoire totale. Donc, ce qu'ils cherchaient à faire, c'était mettre les Britanniques hors jeu en les repoussant loin des forces françaises, puis négocier une paix à leur avantage avant l'arrivée des Américains. Le plan était donc de frapper les Britanniques et de les repousser dans une direction nord-ouest vers les ports de la Manche. À ce moment-là, ils seraient forcés soit d'évacuer leur armée, comme cela est arrivé en 1940, ou tout le moins de devoir reconstruire de fond en comble tout leur système logistique d'approvisionnement. Tout cela créerait une brèche considérable entre les Britanniques et les Français dans lesquels s'engouffrerait l'armée allemande. Et pendant que les Britanniques se replieraient vers les ports de la mer du Nord, l'armée française devrait probablement reculer également afin de protéger Paris. L'espoir, l'intention des Allemands était que cela créerait une situation militaire suffisamment grave pour que les Français engagent immédiatement des pourparlers en vue d'un armistice. Même si ce plan avait toutes les caractéristiques d'un dernier lancer de dés, le haut commandement allemand était persuadé que ce serait un succès. Le 23 janvier, on présenta ce plan, qui était connu sous le nom de code Opération Michael, à l'empereur Guillaume. En son honneur, le plan fut rebaptisé l'attaque impériale. Toutes les tactiques furent mises au point avec soin, et tous les participants furent soumis à un entraînement particulièrement intensif. Des milliers de soldats furent déplacés du front de l'Est, où la paix régnait maintenant, pour se joindre à l'offensive. L'attaque impériale était de toute évidence un pari désespéré. Ludendorff devait obtenir une victoire décisive, une victoire stratégique. Des victoires locales comme celles que les Britanniques avaient gagnées sur la Somme en 1916 ne suffiraient pas. Il devait lancer toutes ses forces dans la bataille pour mettre l'ennemi en déroute. Les Allemands n'avaient qu'une autre alternative stratégique possible, continuer à tenir leur position et attendre que l'ennemi s'épuise dans des attaques stériles contre leurs défenses bien rodées. Mais c'était la même stratégie qui avait été suivie par Ludendorff tout au long de 1917. Or, l'armée allemande était sortie exténuée des 3 batailles d'Ypres de 1917 contre les Britanniques. Ludendorff avait alors bien compris qu'une stratégie simplement basée sur la défense ne suffirait plus et que l'armée allemande perdrait cette cohésion qui faisait sa force, surtout avec l'arrivée des Américains. Si les Allemands pouvaient enfoncer, disloquer et si possible forcer l'armée britannique à réembarquer vers l'Angleterre, les Français auraient beaucoup de mal ensuite à résister à la totalité des forces allemandes. On doit se souvenir que l'armée française était elle-même dans une situation délicate. En 1917, il y avait eu de nombreuses mutineries et les troupes n'avaient vraiment pu être calmées qu'en évitant autant que possible de les lancer au combat. L'armée française et la nation française étaient elles aussi terriblement lassées par cette guerre. En conséquence, c'était de bon augure pour l'Allemagne si le plan parvenait à réussir complètement ou encore dans une large mesure. Le maréchal Sir Douglas Haig était le commandant en chef des forces britanniques qui allait subir le plus gros et formidable assaut allemand. Même si on disait beaucoup de mal, et s'il était à couteau tiré avec le premier ministre britannique Lloyd George, c'était avant tout un réaliste. Dès le début décembre 1917, il donna des instructions à ses commandants de corps de préparer soigneusement leur défense contre une attaque importante qu'ils s'attendaient à devoir subir au printemps. Haig était un véritable cavalier, droit dans ses bottes. Un soldat professionnel qui voyait toujours les choses en termes militaires. Il avait étudié à Oxford et à Sandhurst. Par sa femme, il était apparenté à la famille royale. C'était le prototype du soldat. Il entretenait des rapports détestables avec Lloyd George. Les deux hommes se détestaient cordialement. Haig tenait Lloyd George pour un de ces politiciens véreux qui, pour tout arranger, était né de parents pauvres au Pays de Galles. Quant à Lloyd George, il pensait que Haig n'était rien moins qu'un boucher. Curieusement cependant, je ne suis pas sûr que cela ait gêné la conduite de la guerre. Ils avaient besoin l'un de l'autre.
Lloyd George aurait bien volontiers limogé Haig s'il n'avait pu le remplacer par quelqu'un d'aussi capable que lui. Mais il n'avait personne, et il lui a bien fallu composer. And so they had to achieve some kind of working relationship. Les deux commandants des corps d'armée qui allaient devoir subir l'attaque impériale de plein fouet étaient le général Sir Herbert Gower, dont la 5e armée tenait la droite de la ligne de front britannique sur plus de 60 km, et le général Sir Julian Byng. Celui-ci commandait la 3e armée qui défendait un front de 47 km au sud d'Arras, et notamment le saillant de Fléquières qui était particulièrement vulnérable. Le commandement britannique avait préparé ce qui a été décrit comme une défense élastique en profondeur. La défense élastique en profondeur était une technique qui avait été mise au point par les Allemands en 1916 et 1917. Quand les Britanniques et les Français les attaquaient, on s'est aperçu qu'avec une forte préparation d'artillerie, la première ligne de front, la seconde aussi, et même parfois la 3e, pouvaient être prises parce qu'elles étaient complètement anéanties par le bombardement de l'artillerie. La réponse logique était donc d'affaiblir les premières lignes et de réduire de ce fait les pertes humaines. Et au contraire, de renforcer considérablement la défense à l'arrière sur plusieurs kilomètres. Cela réduisait l'impact négatif des bombardements en mettant la plupart des défenseurs hors d'atteinte de l'artillerie ennemie et en mesure de défendre en profondeur. Ce qui rendait la défense élastique, c'était le fait d'avoir des réserves toutes proches afin de contre-attaquer les troupes ennemies lorsqu'elles essayaient de s'établir dans les tranchées des premières lignes qu'elles venaient de conquérir. En fait, vous leur permettiez de conquérir un certain territoire et puis vous les rejetiez par une contre-attaque immédiate, comme un effet d'élastique. Trois zones de défense avaient été préparées. La ligne de front qu'on appelait la zone avant était composée de plusieurs redoutes très fortement armées qui étaient entourées de petits postes avancés. L'objectif était simplement d'amortir la force initiale de l'attaque et de résister jusqu'à 48 heures avant de lâcher prise. On peut dire que les hommes affectés à cette zone avaient quelques raisons de se plaindre qu'ils servaient dans des unités sacrifiées. Puis il y avait la zone dite de bataille. C'est là que se trouvait le gros des troupes, les positions défensives les plus solides et la majeure partie de l'artillerie. Plus loin derrière, il y avait la zone arrière qui était une troisième organisation défensive pour le cas où la zone de bataille viendrait à tomber. Malheureusement, le manque de temps et d'hommes disponibles ne permit pas d'aller aussi loin qu'on aurait voulu dans les travaux effectués. Dans tous les secteurs, la préparation de la zone arrière avait à peine commencé. De plus, la 5e armée de Gare venait de reprendre la défense d'une longue section du front. Elle remplaçait un corps d'armée français envoyé au repos, et les installations défensives qu'elle trouva étaient pour le moins très insuffisantes. On a énormément critiqué le comportement du corps d'armée de Gough pendant l'attaque impériale. Il déclara plus tard qu'il aurait fallu avoir une baguette magique pour parvenir à préparer comme il le fallait les défenses dont il avait besoin dans le peu de semaines dont il avait disposé. Il a calculé par exemple qu'il aurait dû disposer de plus de 500 km de tranchées et de fils de fer barbelés dans sa zone de bataille pour être efficace. Il aurait fallu quasiment 6 mois pour que les soldats du génie puissent enterrer toutes les lignes téléphoniques et les systèmes de communication afin de les protéger des coups de l'artillerie allemande. Le problème était encore compliqué par la mise en place d'une réorganisation importante de l'armée britannique. On manquait de troupes fraîches à envoyer en France. Haig s'est donc vu contraint de supprimer un bataillon sur 4 et de regrouper les hommes disponibles pour constituer des réserves. En bref, 3 bataillons devaient maintenant faire face à ce qui avait été planifié pour 4. Les Allemands par contre n'avaient pas ce genre de problème, grâce aux hommes revenus du front russe. Ludendorff avait choisi 3 armées pour lancer son attaque. Elles étaient commandées par la crème de ses officiers. À la pointe du groupe de bataille Ruprecht, il mit la 2e armée sous le commandement de von der Marwitz, celui-là même qui avait mené la brillante contre-attaque de Cambrai. Au nord, il disposa la 17e armée conduite par le général von Below, qui était le héros de Caporetto. Au sud, il disposa la 18e armée qui faisait partie du groupe de bataille du prince héritier Guillaume,
et qui était commandé par le général von Houtier, qui s'était illustré à Riga contre les Russes. Il y avait pas mal de différences entre les troupes allemandes venues du front de l'Est et celles de l'Ouest. La principale était peut-être que les troupes qui revenaient de Russie avaient l'habitude de vaincre. Elles avaient combattu les Russes et avaient en général gagné contre eux. Bien sûr, les distances étaient telles en Russie qu'il était difficile de transformer des victoires en victoires décisives. Mais vaincre, c'était bon pour le moral. Et cela signifie aussi qu'elles n'étaient probablement pas préparées pour être engagées dans des combats sur le front de l'Ouest, là où les batailles réclamaient une endurance soutenue. C'était quelque chose que les troupes de l'Est n'avaient jamais connu au cours de ces 3 dernières années. Il y avait donc un déséquilibre au niveau du moral. Mais aussi, les troupes venues du front russe avaient suivi un entraînement particulier pour exécuter une toute nouvelle tactique. Il fallut plus longtemps aux troupes du front de l'Ouest pour s'adapter aux nouvelles méthodes mises au point par le haut commandement allemand. Ces déséquilibres signifiaient en fait qu'au printemps 18, Ludendorff devait parvenir à harmoniser l'action de 2 armées techniquement différentes. Les Allemands concentrèrent 74 divisions sur un front de 80 km. Ils étaient 2 fois plus nombreux que les troupes alliées qui leur faisaient face. Les soldats subirent un entraînement intensif. Pendant 3 semaines, plus de 800 000 hommes reçurent un enseignement spécifique sur la nouvelle tactique qui allait être inaugurée pour cette bataille. Des unités spéciales, connues sous le nom de troupes de choc d'élite, leur apprenaient les méthodes les plus modernes de la guerre de mouvement et allaient être placées à leur tête pendant la bataille. Les rôles des divisions étaient répartis en 3 catégories: assaut, nettoyage et soutien. Les divisions d'assaut étaient le fer de lance de l'attaque impériale. Elles devaient disloquer la ligne de front ennemie, là où elle était la plus faible, et pousser vers l'avant le plus loin possible. C'était dans ces divisions qu'on trouvait les nouvelles troupes de choc. Elles avaient reçu la meilleure dotation d'armement et jouissaient d'un traitement de faveur. Les divisions chargées du nettoyage devaient les suivre de près afin d'anéantir toutes les poches de résistance, et elles étaient très bien équipées elles aussi. Enfin, le rôle des divisions de soutien se résumait à tenir la ligne de front. Leur équipement avait été réduit au strict minimum, au bénéfice des divisions d'assaut et de nettoyage. Les tactiques de l'armée allemande avaient bien sûr évolué pendant ces 3 dernières années, sur le front de l'Est comme sur le front de l'Ouest. C'est à la bataille de Riga en août 1917 qu'on a réellement pu se rendre compte de l'importance de cette évolution. Pour la première fois, on assistait à la mise en œuvre à grande échelle d'une technique d'infiltration par des forces spéciales combinée avec des bombardements terriblement concentrés. L'artillerie allemande concentrait son tir sur une zone relativement étroite des défenses ennemies pour écraser toute résistance et ouvrir une brèche dans laquelle l'infanterie s'engouffrait. Mais au lieu de partir à l'assaut comme d'habitude de manière relativement statique et en ligne, l'infanterie avait appris à opérer par petits groupes extrêmement mobiles. Ils étaient dotés d'un équipement léger mais avec une forte puissance de feu. Leur pactage était laissé à l'arrière et le rôle était de percer et d'infiltrer les positions ennemies. L'infanterie d'assaut avait appris à se déplacer aussi vite que possible. Elle évitait d'attaquer de front les points forts, mais au contraire, elle les contournait et laissait aux divisions de nettoyage le soin de les réduire. Son rôle était de pénétrer aussi profondément et rapidement que possible le dispositif ennemi afin de désorganiser ses possibilités de riposte. Elle détruisait notamment tous les systèmes de communication. La rapidité de mouvement primait tout et, au lieu du lourd pactage du fantassin traditionnel, les soldats emportaient de nombreuses grenades, des armes automatiques légères, des mitrailleuses, bref, une énorme puissance de feu pour des troupes capables de se déplacer rapidement. Dans les jours qui précédèrent l'assaut, on vit des milliers de soldats allemands se rassembler là d'où ils devaient s'élancer. Leur moral était excellent parce qu'ils étaient convaincus que cette attaque allait réussir d'une manière décisive. On s'était efforcé de tromper l'ennemi en laissant les Alliés s'emparer de pigeons voyageurs qui transportaient de faux messages, en lâchant des ballons d'observation et en créant tout un ensemble de fausses pistes pour faire croire aux Alliés que c'était les Français qui allaient être attaqués. Les Allemands ont pris le plus grand soin pour ménager l'effet de surprise.
leur assaut devait être aussi puissant qu'inattendu. C'est la raison pour laquelle les mouvements des pièces d'artillerie et leur positionnement face au front britannique s'effectuèrent de nuit avec la plus grande discrétion. De même, les Allemands firent très attention d'empêcher tout vol de reconnaissance photographique qui puisse trahir le mouvement, la direction et l'éminence de leur assaut. L'idée était de disposer le plus grand nombre possible de canons sur l'espace le plus restreint pour submerger les défenses du front ennemi comme un ouragan par un véritable torrent de balles et d'obus. À 4h40 du matin le 21 mars, une fusée de signalisation s'éleva solitaire haut dans le ciel au-dessus de Saint-Quentin et soudain, ce fut l'enfer. L'artillerie allemande avait réussi à rassembler pour l'attaque du 21 mars ce qu'on appela le marteau-pilon de Ludendorff. 6477 canons avaient été disposés sur un front de 60 km. Cela signifie qu'à partir du commencement du bombardement, c'est 1,5 million d'obus qui s'abattirent en moins de 4 heures sur les défenses avancées de l'armée britannique. Une avalanche inimaginable d'obus et de projectiles. Les Allemands ont comme ratissé d'avant en arrière, puis d'arrière en avant, avec leurs obus, tout le secteur qu'ils attaquaient, des lignes avancées jusqu'au quartier général de commandement, à l'arrière, en passant par les positions de réserve. Ils ont tenté de détruire les systèmes de communication, les postes de commandement, ainsi que toutes les installations défensives du secteur. Ils ont utilisé leurs mortiers lourds pour anéantir les barrages de fils barbelés et les tranchées. C'était une nouvelle manière d'utiliser l'artillerie, très intense mais brève, avec l'intention d'assommer les défenseurs plutôt que de les tuer. L'objectif était simple, le bombardement devait créer un tel effet de choc, de désorientation et de confusion que les Britanniques ne seraient plus capables de résister à l'assaut des troupes allemandes. Pour y contribuer un peu plus, 80% des obus qui furent tirés contenaient des gaz asphyxiants. C'était une attaque chimique à une échelle jamais atteinte jusqu'alors. Il s'agissait principalement de gaz phosgène qui se dispersaient rapidement pour ne pas gêner la progression des divisions d'assaut allemandes qui devaient se lancer en avant dès la fin du bombardement. Le fameux gaz moutarde dans son conteneur jaune caractéristique ne fut utilisé que sur le saillant de Flequières. Il avait en effet la caractéristique de stagner plutôt que de se dissiper, mais les Allemands voulaient contourner le saillant plutôt que d'essayer de l'attaquer de front. Les Allemands utilisaient en même temps des gaz lacrymogènes avec l'idée que cela conduirait les soldats britanniques à retirer leur masque à gaz pour sécher leurs larmes et que le phosgène les achèverait. À ce moment de la guerre, les soldats des deux côtés s'étaient habitués au port du masque à gaz. C'était bien sûr très inconfortable dans la mesure où le masque limitait le champ de vision et la capacité de communiquer entre les hommes. Une attaque au gaz créait toujours beaucoup de confusion, ce qui avait pour effet d'affaiblir les défenses ennemies juste avant l'assaut. Il y avait deux manières d'utiliser les gaz. On pouvait ouvrir une canette et la jeter vers l'ennemi en laissant le nuage se répandre, mais cela avait un inconvénient majeur si le vent venait à tourner. Le gaz vous revenait dans la figure, ce qui n'était pas le but recherché vraiment. L'autre manière, qui était la plus efficace, c'était d'utiliser des obus pour l'envoyer. Les Allemands utilisaient très facilement les gaz et surtout le gaz moutarde, qui était pratiquement considéré comme une arme défensive. Le gaz moutarde était une arme durable parce qu'il restait en suspension près du sol pendant plusieurs jours après avoir été envoyé. Ce qui rendait la tâche particulièrement difficile pour les troupes qui devaient rester à leur poste et tenir leur position. Le gaz moutarde était en effet particulièrement nocif. Non seulement il irritait la peau, mais il attaquait les yeux, les muqueuses, la langue et bien entendu les bronches. Et c'est dans les poumons qu'il faisait le plus de dégâts en déclenchant un édème dont le liquide envahissait les bronches et finissait par noyer littéralement ses victimes. L'utilisation des gaz pendant la Grande Guerre n'a jamais posé de problème moral particulier à l'un ou l'autre des adversaires. Ils y ont simplement vu une nouvelle arme efficace et quand bien même y eut-il quelques protestations émises quand les Allemands ont inauguré l'utilisation des gaz à hype en 1915, dès 1916, on les utilisait en grande quantité sans arrière-pensée et des deux côtés. À 9h40, les premières vagues d'assaut de l'infanterie allemande se mirent en mouvement. Après un bombardement d'artillerie aussi terrifiant, et grâce à l'épaisse fumée qui avait envahi le champ de bataille, sa progression fut rapide.
En moins d'une demi-heure, elles avaient pénétré profondément la zone avant britannique en contournant les redoutes très défendues, sans même se faire repérer dans la plupart des cas. La deuxième vague d'attaque suivait à 100 mètres et encercla les redoutes en les attaquant par tous les côtés. En moins de 90 minutes de combat, la plupart des redoutes britanniques tombèrent aux mains des Allemands, alors qu'elles avaient été conçues pour tenir au moins 2 jours entiers. Dès que la zone avancée du dispositif britannique a été sécurisée, les forces allemandes se sont attaquées à la zone de bataille. Pour aider leur progression, le monstrueux barrage d'artillerie était réglé pour framer 200 mètres plus loin toutes les 4 minutes. Les forces de Von Below ont ainsi été capables de repousser une bonne partie de la 3e armée britannique jusqu'à l'arrière de sa zone de bataille. Les Allemands contournèrent le saillant de Flequières sans beaucoup d'opposition. Cependant, un peu plus au sud, 2 divisions de la 5e armée résistèrent magnifiquement. La redoute d'Épeuy ne tomba pas, et cela empêchant l'encerclement complet du saillant. Les forces du saillant furent sauvées, mais le commandement décida de reculer en bon ordre la ligne de front pour diminuer le danger d'une nouvelle attaque. Plus au sud encore, la 16e division de Gao avait été repoussée tout à l'arrière de sa zone de bataille. Cependant, le 10e corps avait réussi à tenir l'intégralité de sa ligne de front sur 10 km. Par contre, le 3e corps qui défendait le sud de Saint-Quentin et dont la ligne de front avait été étirée pour compenser le départ des troupes françaises avait subi le principal de l'assaut. À 5h30 de l'après-midi, ces troupes furent complètement repoussées hors de la zone de bataille. Gauff réagit avec rapidité face à cette situation désespérée. Il tâcha d'obtenir des renforts de l'armée française, visita personnellement tous les postes de commandement. Il fit monter en ligne la plupart de ses réserves et autorisa un repli derrière le canal de Crozat. Pendant ce temps-là, Haig était tenu parfaitement au courant de ce qui se passait. Quand il s'aperçut que les intentions allemandes étaient de repousser les Britanniques vers le nord, il décida que la 5e armée perdrait peu de sa valeur stratégique si on la déplaçait vers l'ouest, tout en gardant bien sûr un contact étroit avec l'armée française. Au terme de la première journée de cette attaque impériale, les Britanniques avaient abandonné près de 360 km² de territoire, moyennant la perte de 40 000 Allemands et de 38 500 soldats britanniques, dont 21 000 avaient été faits prisonniers. On donna un jour de congé aux écoliers allemands et les cloches sonnèrent à travers tout le pays. C'était une victoire remarquable. Au terme de la première journée, les Allemands avaient réussi contre la 5e armée britannique la plus importante pénétration jamais accomplie en un seul jour pendant la Première Guerre mondiale. C'était un succès stupéfiant. La 5e armée de Gauff n'avait été pratiquement rejetée de sa zone défensive, presque au-delà du secteur de défense élastique en profondeur. Le système de défense élastique en profondeur des Britanniques posait problème. On n'avait pas anticipé la férocité de l'attaque allemande qui avait pu s'enfoncer par endroits de plus de 10 km jusqu'à atteindre les positions de tir de l'artillerie britannique. Il était difficile dans ces conditions de lancer avec succès des contre-attaques pour reconquérir les positions perdues. La situation était cependant plus favorable à d'autres endroits du front. La 3e armée, qui était positionnée juste nord de la 5e, avait également souffert, mais beaucoup moins que l'armée de Gauff. Le système de défense avait beaucoup mieux fonctionné là-bas. Sur le champ de bataille, il restait encore de nombreuses poches de résistance britannique en état de se battre. Il n'y avait eu aucun mouvement de panique et déjà les réserves avaient été mises en alerte et les renforts commençaient à se positionner afin de contenir la pénétration allemande. À la fin de cette première journée, l'avancée allemande était indéniable. Mais c'était presque un match nul. En effet, les Allemands n'avaient pas complètement réussi la pénétration espérée parce que le verrou britannique, même affaibli, restait en place et que l'attaque allemande avait été freinée. Bien sûr, la percée vers le sud était impressionnante, mais la 3e armée tenait fermement ses positions et pourrait menacer les forces allemandes sur leur flanc droit si elles persistaient à vouloir avancer trop vite. Pendant les 2 jours qui suivirent, on assista effectivement à une poursuite de l'avance allemande vers le sud, où la 5e armée de Gauff s'efforçait de battre en retraite en bon ordre. Elle était même sur le point de perdre le contact avec les Français sur sa droite
et la 3e armée de Byng sur sa gauche. Les Français fournirent bien les 6 divisions de renforts promises, mais elles se trouvèrent entraînées dans la débâcle générale. Engagées dans la bataille dès leur arrivée, elles furent très vite submergées et durent se replier elles aussi avec les Britanniques. Par contre, la situation de la 3e armée se stabilisa. Van Bello ne progressa pratiquement pas à l'ouest parce que la 3e armée fut renforcée par les forces britanniques positionnées au nord. Cependant, Byng fut contraint de faire pivoter son aile droite et d'abandonner du terrain pour rester en contact avec l'armée de Gough et maintenir de ce fait la continuité de la ligne de front britannique. Bapaume tout d'abord, puis Albert furent abandonnés au grand regret des soldats qui avaient conquis en 1916 ces champs de bataille dévastés de la Somme au prix de pertes considérables. Il y avait un véritable danger, celui de voir la pression allemande sur l'armée française croître au point d'ouvrir une brèche entre les armées britanniques et françaises. Les Allemands auraient pu alors l'exploiter en s'engouffrant dans cette brèche pour prendre à revers le flanc britannique. Sur le plan militaire, il était essentiel d'empêcher que cette cassure se produise. Bien sûr, l'opinion publique britannique allait être choquée d'apprendre que l'armée britannique abandonnait des villes comme Bapaume ou Albert, qui étaient synonymes des victoires de la bataille de la Somme. Mais il y avait beaucoup moins de conséquences à abandonner du territoire plutôt que de risquer la dislocation du front. Peu importait le terrain abandonné, pour autant que la retraite s'opère en bon ordre dans une direction permettant de maintenir le contact avec les alliés français. Pendant ce temps, on avait travaillé dur à l'arrière des forces britanniques. Une foule de soldats avait rapidement construit de nouvelles tranchées et des positions protégées. L'armée en retraite parvenait dans un secteur où il attendait des armes, des munitions, des vivres et surtout des renforts de troupes qui arrivaient d'Angleterre au rythme de 10 000 hommes par jour. Au même moment, les Allemands étaient à la limite de leur capacité logistique. L'artillerie n'arrivait plus à suivre les progrès d'infanterie et les soldats exténués commençaient à manquer de tout et même de nourriture. Les Allemands traversaient maintenant des champs de bataille qui avaient été dévastés par des années de combat. Ils devaient progresser dans de vastes étendues encombrées d'épaves rouillées, d'anciennes tranchées et de trous d'obus. C'était pénible, très fatigant, et il était presque impossible à leurs colonnes de ravitaillement d'aller assez vite pour les suivre. Au même moment, les Britanniques arrivaient en territoire ami où les attendaient toutes les fournitures et les munitions dont ils pouvaient avoir besoin. En fait, pour les Britanniques, d'une manière assez étrange, le fait d'avoir battu en retraite s'avérait providentiel. Dans leur avance, les soldats allemands trouvèrent des dépôts de fournitures et de vivres qui avaient été abandonnés dans le chaos de la défaite. Il y avait de la bière, il y avait des chaussures, il y avait des uniformes neufs et des vêtements à profusion. Et comme cela faisait des années que les soldats allemands n'avaient plus vu autant de matériel de nourriture et d'équipement, il n'est pas vraiment surprenant que les troupes d'assaut allemandes aient commencé par boire comme des trous au point de causer de véritables problèmes de discipline. Certains allèrent même jusqu'à perdre le moral en pensant qu'ils ne gagneraient jamais la guerre contre des ennemis aussi bien équipés. Il y eut probablement un certain nombre de cas comme cela, mais cela fait partie des bonnes histoires qu'on aime à se répéter entre copains. La réalité, c'est que c'était probablement beaucoup moins important que le problème fondamental de pourvoir aux besoins de soldats en pleine offensive sans casser leur élan. C'est la logistique qui a été le problème principal des Allemands, celui qu'ils n'ont pas su résoudre et qui leur a coûté la victoire. Pendant que la guerre faisait rage dans les tranchées au milieu des ruines fumantes, un nouveau champ de bataille s'était créé dans les airs. Le combat aérien était devenu un facteur important. Jusqu'à ce moment-là, la guerre aérienne avait surtout consisté dans des opérations de reconnaissance et de photographie, ainsi que le guidage des tirs d'artillerie. Chacun des belligérants s'était efforcé d'obtenir la maîtrise des airs afin que ces avions de reconnaissance et de repérage puissent opérer avec le moins de risques possible. Mais en 1918, l'aviation s'était suffisamment développée de chaque côté pour qu'on puisse imaginer de demander aux avions de devenir des armes permettant d'attaquer les troupes ennemies au sol. On commença à utiliser les avions pour bombarder les soldats et les mitrailler, aussi bien sur le champ de bataille que sur les routes d'acheminement et dans leurs campements.
up to the battlefield. Très rapidement, la RAF et l'aviation française furent en mesure de prendre aux Allemands le contrôle de l'espace aérien. C'est peut-être parce qu'en reculant, les Britanniques se sont en fait rapprochés de leurs bases aériennes que le Royal Flying Corps, qui devint plus connu sous le nom de Royal Air Force, s'est avéré plus présent et plus fort que les Allemands dans les airs pendant l'attaque impériale. Bien entendu, même avec la maîtrise aérienne, la RAF n'était pas en mesure d'empêcher l'avance des troupes allemandes sur le terrain. Mais ce fut certainement un obstacle supplémentaire qui gêna les efforts allemands. En de nombreuses occasions, on vit des avions alliés en rase-botte en train de mitrailler des colonnes de troupes ennemies, et cette supériorité aérienne contribua à ralentir et à gêner l'avance allemande. La fatigue de la bataille commençait à se faire sentir chez le général Ludendorff. La perte de son fils dès le premier jour de la bataille et le premier symptôme de son goitre exophthalmique ne l'avaient pas aidé non plus. Ludendorff était confronté à un dilemme. Devait-il continuer à appliquer le plan initial ou valait-il mieux exploiter les nouvelles opportunités que lui offrait l'effondrement de la 3e armée britannique au sud, même si cela n'offrait pas des objectifs stratégiques évidents? Ludendorff, qui croyait qu'il pourrait défaire la 5e armée britannique et tirer tous les avantages de son effondrement, prit la mauvaise décision. Il divisa la force de son attaque en continuant son action contre la 3e armée avec pour objectif la prise de la ville d'Arras. Mais il chargea Hutier et ses sections d'assaut de continuer leur offensive vers le sud-ouest en allant aussi loin que possible, plutôt que de se contenter d'une simple position de soutien, comme il en avait d'abord été question. Ceci pour résultat d'amoindrir la puissance de son attaque au nord, puisque ses forces allaient pousser dans 2 directions différentes. Ludendorff would be criticized, of course, Quelle que soit sa décision, Ludendorff aurait été critiqué. S'il avait continué à exécuter le plan initial d'une attaque vers le nord-ouest, on aurait dit qu'il avait manqué d'imagination et qu'il n'avait pas su s'adapter aux réalités de la bataille. Et au contraire, s'il avait attaqué en force la 5e armée au sud-ouest, on aurait dit que cela démontrait qu'il manquait de persévérance et de détermination et qu'il était un inconstant. En fait, il a choisi de mettre son effort principal vers le sud-ouest, partant du principe raisonnable qu'il devait suivre la logique de la bataille. Ce n'était pas ce qu'il avait prévu de faire initialement, mais la fortune des armes fait que pendant une bataille, certains plans doivent être changés quand l'opportunité s'en fait sentir. Et c'est là qu'il a démontré sa capacité en tant que chef de guerre. Mais c'est à ce moment-là que les Français commencèrent à renforcer la 5e armée qui avait tellement souffert. À la fin du mois de mars, ils avaient remplacé les hommes de Gauss sur la quasi-totalité de la ligne de front qu'ils défendaient. La brigade sud-africaine forte de 3000 hommes s'était battue de façon magnifique pendant 8 heures contre 2 divisions allemandes qui totalisaient 18 000 soldats. Seule une centaine de Sud-Africains survécurent à cet affrontement et furent faits prisonniers. Le 2e régiment du Middlesex défendit le pont de Brie pendant 12 heures, au prix de pertes représentant 75% de son effectif. C'est à ce moment peu favorable que Haig rencontra son équivalent français, le général Pétain. À la grande surprise de Haig, Pétain suggéra que les 2 forces se divisent pour permettre aux Français de se concentrer sur la défense de Paris. Il semblait que Pétain avait perdu tout espoir et qu'il était sur le point d'avoir une dépression nerveuse. C'est à ce moment-là que Haig proposa de mettre l'armée britannique sous les ordres du général Foch, dont il connaissait la volonté inexorable pour assurer en tant que généralissime le commandement unifié des forces alliées. La désignation de Foch comme chef suprême des armées alliées était formidablement importante. Le plan allemand prévoyait de diviser les forces françaises et britanniques. Le fait même de désigner un chef suprême était une confirmation symbolique que cela n'allait pas se produire. Mais cela avait aussi l'intérêt pratique d'une véritable coordination pour la mise à disposition des renforts, la coordination stratégique et la mise en œuvre de tout ce qui devait assurer que cette division n'aurait pas lieu. Il aurait été impensable de désigner quelqu'un d'autre qu'un Français pour diriger une guerre qui se déroulait sur le sol national.
Le choix était donc entre Foch et Pétain avait confié à Haig qu'il pensait que l'armée britannique allait être battue et que si Haig était battu, il y avait toutes les chances pour que les Français soient également défaits. Foch s'était levé et avait déclaré « Pas question, je vais gagner cette bataille ». En donnant leur accord à la désignation d'un Français comme généralissime, les Britanniques démontraient aux Français qu'ils étaient suffisamment impliqués dans cette guerre pour accepter de confier les forces britanniques au commandement d'un Français. C'était une manière de regonfler la confiance française dans l'implication réelle des Britanniques à un moment où, des deux côtés, on se posait la question de l'engagement de l'autre à continuer la guerre. Au soir du 27 mars, l'avance allemande s'était considérablement ralentie. L'épuisement de 6 jours de combat continuels commençait à se faire sentir. Malgré cela, Ludendorff décida de continuer à attaquer en adaptant une fois encore son plan stratégique aux opportunités qui se présentaient. En fait, la grande stratégie d'origine était maintenant devenue secondaire au profit d'actions tactiques d'envergure beaucoup plus limitées. Pensant que le point faible de l'ennemi était encore sur le secteur sud du front, Ludendorff ordonna une offensive frontale sur la ville d'Amiens. C'était un centre vital de communication et de transport ferroviaire pour les Alliés, dont la prise aurait certainement été considérée comme une victoire brillante. En réalité, c'était une diversion coûteuse à la fois en termes de pertes humaines et de munitions, à un moment même où devait commencer l'offensive planifiée de longue date contre le centre de l'armée britannique à Arras. Ludendorff avait essayé sans succès de mettre en déroute les Britanniques dans la partie centrale de leur dispositif tenu par la 3e armée. Les Britanniques n'avaient pas cédé un pouce et considéraient que la situation militaire était suffisamment sûre pour inviter le roi à visiter en personne l'armée de Byng dès le 29 mars. La bataille continuait par ailleurs et faisait rage devant Amiens. La 5e armée y était confrontée à une situation quasi désespérée, une situation qui était encore compliquée par le limogeage du général Gough. Pour excuser politiquement la défaite britannique, il fallait un fusible. Ce fut le général Gough qui fut remplacé par le général Rawlinson. L'attaque impériale a été sans aucun doute une défaite britannique majeure. Elle a entraîné la retraite la plus importante de toute la guerre de l'armée britannique. C'est un fait qu'on ne pouvait pas nier. Le public avait pu le constater. On ne pouvait donc y échapper. Quelqu'un devait prendre la responsabilité de ce désastre majeur. Il ne pouvait être question de prétendre que rien de tout cela était arrivé et de continuer comme si de rien n'était. Quelqu'un devait porter le chapeau et il n'était pas possible que ce soit Haig. Sa responsabilité était clairement engagée puisqu'il avait inspecté le dispositif de défense de Gough avant le début de l'attaque et avait déclaré qu'il était satisfait. Mais il était impossible politiquement de virer Haig. C'était le commandant en chef britannique et le message que cela renvoyait aux Allemands, à l'opinion publique britannique et aux Alliés aurait été impensable à ce stade de la guerre. Donc, cela devait être un commandant de haut niveau. To the British public and to the allies of the British would have been impossible at this stage of the war. So it had to be a lower commander. Bien plus tard, Haig a confié qu'il était évident qu'à ce moment-là, il fallait que quelqu'un porte le chapeau. Et il a admis bien volontiers que cela ne pouvait être que lui ou Gough. Il déclara avec une certaine arrogance qu'il avait décidé que c'était préférable pour l'armée qu'il reste en place plutôt que Gough. Donc, à court terme, ce fut Haig qui a sacrifié Gough pour sauver politiquement sa propre peau. Rawlinson, héritant en tout et pour tout de 6 divisions encore en état de combattre, plus 4 en cours de constitution. Les Français avaient remplacé la 5e armée sur une bonne dizaine de communes pour venir à leur aide en cas de besoin. Gough avait organisé la ligne de défense Villiers-Bretonneau sur 25 km à l'est d'Amiens. Elle était défendue par une sorte de brigade internationale dépenaillée, plus connue sous le nom de bande de Carey. Commandé par le major général George Carey, ce détachement improvisé recoupait des Américains du génie et des Britanniques spécialistes des communications. Son rôle était de protéger la ville. Le 4 avril, la ville faillit tomber et ne fut sauvée que par une contre-attaque désespérée menée par le 36e bataillon australien. Malgré cela, l'artillerie britannique commença à se retirer. Un groupe composé d'Australiens et de troupes britanniques de réserve décida de résister sous le commandement du colonel G. Milne.
Ils réussirent à repousser la 9e division bavaroise, pourtant beaucoup plus nombreuse, et cela ramena l'espoir chez les troupes alliées qui lancèrent de nouvelles contre-attaques. Ludendorff demanda à la 2e armée allemande de Marwitz de tenter une dernière attaque le 5 avril. Bien que ses troupes soient épuisées, l'assaut eut lieu avec l'aide d'un bombardement de munitions chimiques par l'artillerie et l'assistance des troupes spéciales. Le combat fut aussi féroce que d'habitude. Mais une fois encore, le front allié résista avec l'aide d'un certain nombre de troupes des colonies britanniques. Le soir venu, il était clair que l'offensive s'avérait un échec et Ludendorff ordonna l'arrêt des attaques. L'attaque impériale prit fin au 15e jour. Comme Ludendorff lui-même l'a déclaré, la résistance de l'ennemi était au-delà de toute notre puissance. Mais quel en fut le prix? Les Britanniques ont perdu 178 000 hommes, dont 70 000 étaient des prisonniers de guerre. Les pertes quotidiennes ont été 3 fois plus élevées que celles des batailles de la Somme. La 5e armée a souffert beaucoup plus que la 3e armée, et 3 de ses divisions ont perdu plus de 7 000 hommes. Les Français eux-mêmes ont été frappés durement, puisqu'ils ont perdu 77 000 hommes, dont 18 000 ont été faits prisonniers. Les Alliés ont dû abandonner un territoire de 1200 km². Ils ont également perdu 1300 canons, 2000 mitrailleuses, 400 avions, 200 tanks et des milliers de véhicules et de chevaux. Cependant, les Allemands, eux, ont perdu 239 000 hommes. Pour une nation dont les ressources avaient été utilisées pratiquement jusqu'au point de rupture, ces pertes humaines et toutes ces munitions dépensées étaient dorénavant impossibles à remplacer. L'attaque impériale avait tout simplement amené l'Allemagne au bord de la défaite. Même s'ils avaient conquis un territoire considérable depuis le début de l'offensive, avec un déluge de feu et de gaz asphyxiants, tout ce que les Allemands avaient accompli en réalité, c'était la destruction de leur propre armée. Bien sûr, les Alliés avaient terriblement souffert, mais à aucun moment de l'attaque impériale, ils n'ont réellement subi de dommages stratégiques, aussi bien pour ce qui concerne les Britanniques que les Français. Au plan stratégique donc, l'attaque impériale s'est conclue par un désastre complet. Au plan tactique, par contre, on a pu juger de l'efficacité avec laquelle un certain nombre de nouvelles tactiques modernes et de combinaisons d'armes pouvaient parvenir. Les techniques d'infiltration qui ont été utilisées par von Hutier sont devenues la base de la tactique de l'infanterie de toutes les armées du monde et sont restées les mêmes dans leurs principes jusqu'à aujourd'hui. Donc tactiquement, l'attaque impériale était très impressionnante. Mais la différence entre un succès tactique et un succès stratégique est un fossé que Ludendorff n'a pas su combler. L'attaque impériale n'est pas aussi connue qu'un certain nombre d'autres batailles de la Première Guerre mondiale. Cependant, la bravoure des hommes qui combattirent des deux côtés a été aussi remarquable que celle déployée dans toutes les autres batailles de cette guerre. Quelques jours à peine après le début des combats, 10 hommes avaient déjà mérité la Victoria Cross anglaise. Il est cependant préférable de laisser le dernier mot de cette histoire à quelqu'un qui prit part à la dernière bataille. W. Francis, un fantassin du 7e régiment royal du Shropshire, nous dit « Pour l'amour de Dieu et de l'humanité, ne parlez pas d'honneur et de gloire. Il n'y en a pas eu. La guerre, et spécialement la nôtre, a été une boucherie, puante, horrible et monstrueuse. »